Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais prendre deux questions qui m'ont été posées. Je trouvais ça intéressant plutôt que de répondre directement dans les commentaires, d'y répondre pour tout le monde. Alors la première question se trouve ici. Il s'agit d'une question de Guillaume qui me demande en général combien faut-il avoir d'actions dans un portefeuille. Bonne vidéo en tout cas, merci, je suis content que mes vidéos t'intéressent. Alors en vrai, ce genre de questions, ça dépend beaucoup de la stratégie que tu vas avoir. Et même avant d'en arriver là, oublie jamais en fait que les réponses que je te donne, elles sont basées sur ma petite expérience, et moi il faut garder toujours à l'esprit que ça fait 3 ans que j'investis, qu'il y a 3 ans je pensais que la bourse c'était un casino, que la bourse était seulement fait pour les ultra riches, que c'était un peu un jeu de hasard, etc. Donc je viens de très loin en fait, et ça fait seulement 3 ans que j'investis, donc garde à l'esprit que l'expérience que j'ai pour répondre à cette question est très limitée. Alors, moi, ce que je peux te dire, c'est que la manière dont j'ai constitué mon portefeuille, c'était parce que, moi, tu vois, c'est ça qui m'amuse, c'est ça qui m'intéresse. J'aime bien voir régulièrement des entreprises qui me payent leurs dividendes. Ça me permet de voir que mes investissements sont en marche, ça me permet de voir que ça rapporte, que c'est en cours. J'aime bien ces graphiques, tu vois, où je vois les dividendes que je reçois mois après mois, année après année, trimestre après trimestre. C'est vraiment ça qui me motive, si tu veux. Et donc, au début, quand j'ai constitué mon portefeuille, je l'ai constitué beaucoup en fonction de ça. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de positions. Oui, en fait, parce que moi, ce que j'aimais bien, c'était avoir limite des dividendes toutes les semaines. J'ai même pensé un jour faire un portefeuille pour avoir des dividendes qui arrivent tous les jours. Et donc, moi, je regrette pas du tout d'avoir fait ça. Ça me va très bien. Et puis, le fait est que le résultat d'avoir acheté plein d'actions dans tous les sens, ça m'a permis d'apprendre plein de trucs. Ça m'a permis d'apprendre plein de trucs parce que, quand t'as beaucoup d'actions, il y a beaucoup d'événements imprévus qui se produisent. Tu vois, par exemple, tu vas avoir d'un coup une action qui va beaucoup augmenter, et tu te demandes mais qu'est-ce qui s'est passé, t'apprends que c'est parce qu'il y a eu une offre de rachat, ou alors tu vas avoir une action qui se comporte très différemment des autres actions de ton portefeuille, et tu vas te dire tiens, il y a quelque chose qui est pas corrélé au marché, donc il y a eu un événement, et ça te permet comme ça de découvrir le type d'événements qui permettent de faire monter ou baisser le cours des actions. Donc c'est super intéressant, ça m'a maintenu motivé dans mes premiers mois d'investissement, de voir régulièrement des dividendes qui arrivent, parce que pour moi c'est ça le plus important. Le plus important, c'est d'investir de façon régulière. C'est ça qui est le plus grand déterminant de la performance sur le long terme. C'est que tu es capable d'épargner, c'est que tu es capable de mettre de l'argent de côté. Donc moi, c'est comme ça que j'ai fait. Aujourd'hui, j'ai un petit peu plus confiance en ce que je fais. Donc ça va pas me gêner de délaguer le portefeuille pour le concentrer beaucoup plus. Sachant qu'à côté de ça, j'ai pas mal d'ETF. Je vais concentrer également les ETF, mais le point, c'est que mon portefeuille, j'espère pas qu'il fasse beaucoup mieux que le marché. Donc c'est un portefeuille qui a de bonnes performances. Hein. Tu peux calculer, tu gardes à l'esprit que ça fait 3 ans, pile 3 ans que j'ai commencé, 3 ans et 1 mois que j'ai commencé à investir. Tu vois la performance, tu sais qu'il y a eu des années qui étaient assez dégoûtantes, et donc j'ai une performance de quelque chose comme 25%, je pense, entre 22 et 25%, sans compter les dividendes que je reçois. Donc c'est pas mal. C'est pas mal comme plus-value. Donc je ne sais pas si j'aurais eu une plus-value aussi importante si j'avais adopté un portefeuille concentré. Ce que vont te dire les gens qui ont de la bouteille, c'est que en fait, quand tu veux faire de l'investissement type value, donc à savoir de l'investissement où tu veux vraiment suivre des entreprises et rentrer sur des entreprises parce que tu considères que elles sont d'excellente qualité et que leur prix est plus intéressant que qu'elles ont un petit peu une décote par rapport au marché, tu peux pas te permettre de faire ça, donc d'accorder le temps qu'il faut pour mettre le nez dans l'ensemble des entreprises si t'en as plein. Moi je peux pas lire les rapports de toutes ces entreprises, je les suis de loin. Si je vois des anomalies, j'essaie de me renseigner dessus, mais j'ai pas le nez dans le détail des finances des entreprises. Donc si ton objectif c'est effectivement de constituer un portefeuille que tu connais parfaitement parce que tu penses que tout le temps que tu vas consacrer à connaître ces entreprises va te permettre d'avoir une meilleure performance que le marché, là ça vaut le coup d'avoir un portefeuille plus concentré, et donc là tu rentres dans des questions de risque-rendement. Un portefeuille plus concentré, c'est la possibilité d'avoir un rendement plus élevé à la fin, d'avoir un retour sur investissement plus élevé à la fin, mais c'est aussi la possibilité de se casser vraiment beaucoup plus la figure
que le reste du marché. Donc c'est à toi de savoir ce que tu veux. Est-ce que tu veux te professionnaliser en passant tellement de temps dans la réflexion sur la finance que tu vas tellement bien connaître tes entreprises que tu sais que tu les as sélectionnées parce qu'elles sont capables de faire mieux que le marché? Ça, c'est une première possibilité. Et si toi, tu es plutôt un investisseur comme moi qui va se dire, bah, moi, mon objectif, c'est d'avoir une performance qui est en ligne avec ce que peut m'apporter le marché, et ben dans ce cas-là, pourquoi pas se diversifier? Mais à la limite, tu pourras aussi bien te diversifier avec un ETF. Donc ça va vraiment dépendre de ce que tu veux faire. En gros, plus tu vas concentrer ton portefeuille, plus ça veut dire que tu souhaites consacrer du temps à te former, à devenir bon sur les questions d'investissement. Mais si tu as un métier à côté, tu considères que le gros de la valeur que tu vas créer, c'est plus avec ta force de travail, avec les choses que tu vas être capable de créer, de vendre, avec les compétences que tu as acquises qu'avec ta compétence à investir, voilà, je ne sais pas si c'est un bon pari de faire un portefeuille beaucoup plus serré en pariant sur quelques entreprises, mais c'est vraiment à toi de voir ça. En tout cas, la variable à prendre en compte, c'est plus c'est diversifié, plus tu risques d'avoir une performance qui est égale au marché, plus c'est concentré, plus tu as la perspective, si tu choisis bien tes entreprises, de faire mieux que le marché, mais plus également tu as la perspective de décrocher complètement par rapport au marché parce que tu auras fait de mauvais choix et parce que tu auras fait des paris trop audacieux. Alors, la deuxième question à laquelle je voulais répondre a été posée sur mon canal Telegram, et si vous voulez rejoindre mon canal Telegram, vous avez le lien sous cette vidéo. Bonjour Victor, je suis jeune investisseur et j'ai une question sur l'approche d'achat d'actions en bourse. Est-ce que vous accordez beaucoup d'importance au prix d'une action pour l'achat long terme? Parfois on trouve de bonnes entreprises, mais je trouve leur prix élevé. Cependant, je me dis que dans 10 ans, les gens penseront la même chose et qu'on était loin du prix actuel. J'achète donc lorsque ça baisse pour ne pas augmenter mon PRU au maximum. Je ne suis pas sûr que sur une vision 10-15 ans, ce soit important. Alors la première chose que je dirais, c'est que si tu es jeune investisseur, donc je sais pas si ça veut dire que tu as investi il y a pas longtemps, ou si tu veux dire que tu es dans ta vingtaine ou dans ton début de trentaine, etc. Moi, ce que je dirais d'abord, c'est que ta priorité, si tu es jeune, c'est pas tellement de te prendre le chou avec l'investissement, avec le market timing, etc. Ta priorité, c'est plus de développer les compétences qui te rapporteront, qui te permettront de créer de la valeur et donc de gagner de l'argent. Donc je sais pas si ça vaut la peine de trop te prendre le chou à essayer de te demander, voilà, est-ce que c'est le bon moment de rentrer dans telle ou telle entreprise. Effectivement, si tu as un horizon très long terme, voilà, c'est à la limite, tu peux une fois que tu t'es dit que ce sont de bonnes entreprises, ne pas être trop regardant par rapport au prix. Ceci dit, moi j'ai un petit peu évolué par rapport à ça, parce que tu sais, quand je te donne l'exemple de Microsoft, quand tu as acheté une action sur ses plus hauts comme ça, dans une période comme ça, et tu te rends compte que ça peut mettre quand même beaucoup de temps avant de retaper ses plus hauts, moi j'avoue que je suis un petit peu plus prudent qu'avant sur les moments où je décide de rentrer sur une action. Donc voilà, je considère que pour ce qui est du DCA, donc à savoir investir régulièrement, etc., les ETF c'est pas mal, autant le faire dans ce cas-là sur un ETF. Par contre, quand je vais rentrer sur une action, là pour le coup, je vais quand même me poser la question de est-ce que c'est un bon moment ou pas de rentrer dessus. Et en fait, évidemment, hein, le prix c'est pas le plus important. Ce qu'il faut regarder, c'est des métriques du type le retour sur investissement que ça peut t'apporter, regarder les marges de l'entreprise, regarder si elle fait beaucoup de bénéfices, regarder s'il y a un bon free cash flow, regarder s'il y a un bon bénéfice net par action, etc. Et une fois que tu t'es dit c'est vraiment une entreprise avec des finances saines, là tu peux commencer à regarder un peu le prix. Moi ce que je fais, c'est que j'utilise DeGiro, et donc sur DeGiro il y a quand même des indications qui sont intéressantes. Quand je vois ici très simplement que Microsoft est proche de son prix maximum, voilà, je vais me dire je vais peut-être attendre à un autre moment pour rentrer dedans. Il y a peut-être d'autres opportunités. C'est toujours une question de coût d'opportunité, hein. Si tout le marché est haut, et que tu as vraiment envie d'acheter Microsoft, qu'il n'y a pas de meilleures opportunités, pourquoi pas, sachant que ça peut potentiellement redescendre pas mal. Donc ça c'est le premier truc que je regarde, effectivement, est-ce que le prix est très haut par rapport à son prix maximum. Alors évidemment, tu peux aussi raisonner en termes de, tu regardes aussi le price to earning ratio, tu vois que là on est à 30, et donc c'est quand même au-dessus du marché. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé le price to earning ratio du SP500, mais voilà, j'imagine qu'on est plutôt aux alentours de 25, aux alentours de 30, donc tu sais qu'elle est un petit peu
surévalué par rapport au reste du marché. Et là aussi, on a un outil qui est assez sympa sur DeGiro, c'est que ils vous disent voilà l'opinion des analystes, et donc ça veut dire sur les 12 prochains mois, voilà ce qu'on envisage de la fluctuation du prix. Et donc quand tu regardes Microsoft, bah ça c'est quand même une assez mauvaise indication. Tu as quand même beaucoup d'analystes qui imaginent que dans la prochaine année, le cours sera plutôt plus bas que plus haut. Voilà. Donc ça c'est les choses que je regarde avant de rentrer dans une entreprise. Pour donner un exemple, il y a pas longtemps, j'ai regardé tu sais, là je suis en train donc de reconcentrer mon portefeuille, et donc j'hésite à vendre pas mal de positions pour me focaliser sur mes plus grosses positions. Il y a une position que j'aimerais bien concentrer, développer, c'est Main Street Capital. Et donc quand tu regardes Main Street Capital, bah là tu vois que c'est un peu plus intéressant. Elle est quand même assez loin des plus hauts qu'elle a atteint. Quand tu regardes les opinions des analystes, ils imaginent que le cours va augmenter de 10% sur les 10 prochains mois. Donc on est sur quelque chose qui est quand même un petit peu plus intéressant. Alors évidemment, hein, il faut se dire que quand tu vois quelque chose comme ça, quand tu vois qu'une entreprise est assez loin de ses plus hauts, souvent c'est qu'il y a de bonnes raisons à ça, c'est que le sentiment est assez négatif dessus, c'est que les gens se disent ouais bon peut-être qu'il y a des choses qui sont bien meilleures ailleurs, mais voilà, moi je te le dis, tu me demandes est-ce que c'est des choses que je prends en compte aujourd'hui? Oui, j'ai tendance à les prendre en compte. Je préfère quand je décide d'investir dans une action et pas dans un ETF, l'acheter pas trop cher, sachant que évidemment bah on n'en sait pas grand chose, hein. Une entreprise où tu te dis tiens elle est dévaluée par rapport au marché, bah, elle peut très bien se casser la figure complètement. Une entreprise qui est proche de ses plus hauts, elle peut taper de nouveau plus haut. Donc voilà, de toute façon c'est une matière, y a rien qui remplace le fait de bien comprendre le financier de tes entreprises, et donc le prix ne te donne pas tellement une indication sur la santé financière d'une entreprise, elle te donne une indication sur le sentiment des gens vis-à-vis d'une entreprise. Ça compte, mais c'est pas tout ce qu'il faut regarder, bien évidemment. Ceci dit, je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers mon courtier. Grâce à ce courtier, eh bien, vous pouvez acheter des ETF sans frais, donc c'est très cool. Vous pouvez vous faire un très beau portefeuille si vous avez envie comme ça de mettre vos investissements en mode automatique, tranquillou, de construire de la richesse sur le long terme sans que ça vous empêche de dormir. Et si vous voulez acheter des actions pour avoir des positions dans des entreprises que vous jugez bonnes, eh bien sachez qu'en passant par ce lien, vous avez 100 € de frais de courtage remboursés. Et donc les frais de courtage, vous savez que quand vous passez un ordre sur ce courtier, vous avez 1 € de frais. Donc quand vous passez des gros ordres, c'est pratiquement 1 $. Mais si vous voulez voilà, acheter une action de ci, une action de là, etc., c'est quand même cool d'avoir, quand vous commencez à investir, ces frais de courtier remboursés. Toujours côté investissement, je vais essayer de choper ce soir des morceaux de cette nouvelle propriété qui vient d'arriver sur le site de Realty. Donc en fait, c'est vous achetez un morceau de plusieurs maisons, donc ça permet instantanément de se diversifier, de se diversifier en termes de locataires, hein, parce que c'est pratiquement impossible que vous ayez toutes les propriétés qui soient en même temps en vacances locatives. D'ailleurs là, depuis que j'ai commencé à investir, j'ai pas encore eu de vacances locatives avec Realty. Les loyers tombent vraiment comme des horloges. Mais voilà, c'est quelque chose qui arrive forcément, mais vu quand on commence à avoir un beau portefeuille chez Realty, c'est tellement diversifié que vous n'avez pas tellement d'impact sur les revenus que vous recevez. Je trouve ça pas mal, vous avez un rendement de près de 9,5%, vous avez les loyers qui tombent tous les lundis, donc c'est quand même sympa. Je vais essayer de choper ça pour continuer de faire grossir mon portefeuille. Vous voyez, j'ai un portefeuille qui me rapporte déjà plus de 400 € par an. J'investis régulièrement pour passer des caps. Là, il y a un cap que j'ai passé récemment qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai pu acheter plus d'un token entier de cette propriété rien qu'avec les réinvestissements de mes loyers. Donc c'est très chouette. Mes loyers me permettent d'acheter des tokens de propriété, donc c'est quand même super, et c'est comme ça qu'on a un effet boule de neige qui se produit, et je trouve que ça va assez vite, hein. C'est en tout cas très satisfaisant chez Realty la manière dont ça se passe. En tout cas voilà, je vais essayer de choper ça ce soir. Si vous voulez commencer à investir avec Realty, vous avez sous cette vidéo mon lien affilié, ça ne vous coûte rien et ça me rapporte un petit quelque chose qui permet de soutenir la chaîne, donc c'est très chouette. Finalement, ce n'est pas parce que les marchés sont fermés qu'il ne faut pas investir, qu'il ne faut pas s'investir. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé travailler dans le jardin. Je me suis acheté une cuve de 350 litres pour, parce que je pense que c'est pas mal d'augmenter ses réserves d'eau. Cette cuve, j'ai commencé à la remplir en allant dans la petite mare qu'il y a au fond de mon jardin. Donc c'était vraiment pour faire du sport, hein. J'avoue que c'est pas du tout un optimum en termes de rapport temps-résultat. Mais
ça permet comme ça de se dépenser. Et je suis en bien meilleure forme depuis que j'ai commencé à bosser dans le jardin, donc c'est vraiment très sympa. J'ai planté aussi des pommes de terre. J'ai planté en fait tout mon potager du fond du jardin, là, je l'ai planté de pommes de terre. Je pense que j'ai mis peut-être 25-30 pieds, mais je voulais ajouter un petit truc au bout du potager parce que les pieds que j'ai plantés, c'est des pieds certifiés, vous voyez, c'est des pieds qu'on achète en jardinerie. Donc ça veut dire qu'ils sont certifiés bio, ils sont certifiés sans maladie, machin truc, etc. Donc ils coûtent un petit peu plus cher que les pommes de terre que vous avez dans le commerce. Mais donc j'ai aussi fait germer des pommes de terre, donc des pommes de terre pas bio et des pommes de terre bio. Voilà, juste pour voir ce que ça fait. Qu'est-ce que ça fait quand on plante des pommes de terre du commerce? Est-ce que ça marche aussi bien? Est-ce que ça marche mieux, etc. Et donc la manière dont j'ai envie de gérer ma plantation de pommes de terre, c'est que je vais regarder les plants qui ont le mieux donné, et les plants qui ont le mieux donné, qui avaient la meilleure mine, etc. Je garderai ces pommes de terre là pour les replanter l'année suivante. Et l'objectif, c'est comme ça de créer une espèce, une espèce ultra résistante que le monde entier m'enviera. Et évidemment, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? C'est pour vous rappeler que l'investissement, c'est de l'argent, mais ce qu'on investit, c'est aussi du temps. Il y a beaucoup de temps qu'on perd à faire des choses qui sont improductives. Par exemple, il y a pas mal de contenu poubelle, ou alors on passe pas mal de temps à se prendre le chou, à se miner le moral. On passe pas mal de temps à regarder des informations sur des trucs sur lesquels on n'a aucune prise. Gardez les pieds sur terre. Moi, la manière dont je garde les pieds sur terre, c'est de mettre aussi les mains dans la terre. Mais il y a plein d'autres manières dont vous pourriez investir votre temps à grandir, à être capable de créer de la valeur pour vous et pour les autres. C'est pour ça que je mène cette expérience pédagogique de production de légumes. C'est pour vous montrer que voilà, quelqu'un peut partir de nulle part, commencer à développer une compétence, et cette compétence peut rapporter tout en nous permettant de nous cultiver, de prendre du plaisir et d'en donner aux autres. Prenez bien soin de vous, bon week-end, et on se retrouve très vite pour de prochains contenus.